Alors, rebonjour. On va commencer notre cours schistosomiase. Donc, schistosome et schistosomiase. Donc, c'est quoi les schistosomes? Donc, on est toujours dans les trématodes, dans la famille des trématodes. C'est la même chose comme les distomes. Mais la différence avec les distomatoses, il y a une seule différence. C'est quoi? Très bien, une séparation sexuelle. Pour les distomatoses, il n'y a pas de mâle et de femelle, alors que pour les schistosomes, il y a une séparation sexuelle, ça veut dire il y a des mâles et des femelles. Alors, c'est quoi les schistosomes, ou bien appelés la bilharzie, appelés aussi la bilharzie? Ce sont des platelmentes, ou bien des trématodes à sexes séparés. Généralement, elles phagocytent les hématies, donc ils sont hématophages. Généralement, ils vivent au contact de l'endothélium vasculaire, donc au niveau du système artério-veineux. Les adultes vivent dans les systèmes artério-veineux. Et dans la pathologie humaine, il y a 6 espèces qui peuvent toucher l'homme. Anciennement, il y a 4, ensuite 5, actuellement 6. كون تشوفوا الكور تاع العام اللي فات تلقاو 5 espèces. الكور تاع السنه 6 espèces. الكور تاع العام الجاي ان شاء الله غادي يكونوا 7 espèces. L'essentiel, il y a 6 espèces qui peuvent toucher l'homme. Donc, la première espèce, c'est Schistosoma mansoni, qui est responsable de la bilharziose intestinale. La deuxième espèce, et la troisième, donc c'est Schistosoma intercalatum et Schistosoma guignonsis, donc ils sont responsables toujours de la bilharziose intestinale, mais là, la localisation un peu spécifique, c'est la bilharziose rectale et aussi génitale. Donc il y a deux espèces de localisation rectale et génitale. Il y a le Schistosoma japonicum et Schistosoma mekongé, responsable de la bilharziose artério-veineuse. Donc c'est à peu près la même chose pour les deux espèces. Et il y a aussi la schistosomiase à Schistosoma hématobium, c'est la plus fréquente, donc responsable de la bilharziose urogénitale. C'est la seule espèce qui existe en Algérie. Donc c'est la bilharziose à Schistosoma hématobium. Parce que elle est responsable de l'hématurie, de la sécrétion du sang au niveau des urines. Il y a une personnalité normalement كاين واحد تعرفوه مات بلا بيلارزيوز بالهارزيا urogénitale. شكون؟ عبد الحليم حافظ. Il est mort par la schistosomiase à Schistosoma hématobium, la bilharziose urogénitale, parce que كي كان صغير كان يروح يعوم في الاخر في النيل في لو فلوف تاع النيل. وقت تعرفوا علاه باسكو وقت تعرفوا la forme infestante Ninjina, c'est pourquoi il est touché par cette espèce. Même en Algérie, ça existe. Alors, concernant la morphologie du parasite, ou bien l'étude du parasite, donc généralement on va faire l'étude du parasite qui existe aussi en Algérie, c'est Schistosoma hématobium. C'est à peu près la même chose, il y a une petite différence dans la taille, mais pour les adultes, c'est à peu près la même chose pour les 6 espèces. On va faire l'étude de l'espèce qui existe en Algérie, la schistosomiase à Schistosoma hématobium. Donc, le mâle, il mesure de 1 à 1,5 mm de longueur. Au niveau de la morphologie interne, à l'intérieur, il y a 4 à 5 testicules. Pour la femelle, elle mesure de 10 à 30 mm de longueur. Donc, elle est plus longue que le mâle. Et pour les deux, ils présentent 2 ventouses, l'une antérieure et l'une ventrale, comme vous voyez dans l'image. Donc là, c'est le mâle. Le corps du mâle, il est plat, il s'enroule naturellement. Donc le mâle, il s'enroule naturellement sur lui-même pour former le canal gynécophore où elle vient se loger la femelle. C'est la même chose. On a le schéma. Le mâle, il s'enroule sur lui-même pour former un canal gynécophore où elle vient se loger la femelle. C'est des images réelles
Donc, هذا le mâle, on dit la femelle. Là, c'est la même chose, c'est un couple de schistosomes. Donc, la localisation, généralement, au niveau du système artério-veineux. Là aussi, vous voyez une image réelle d'un couple de schistosomes. Comme vous voyez, le mâle, donc le mâle, c'est le mâle il présente un canal gynécophore où elle vient se loger la femelle. Donc c'est ça les schistosomes. Là aussi, c'est une image réelle d'un couple de schistosomes. Pour les œufs de schistosomes. Les œufs sont ovalaires et allongés, donc ils ont une taille de 110 micromètres de longueur jusqu'à 170 micromètres de longueur. La coque externe, elle est lisse et transparente. Elle est percée. L'œuf de Schistosoma hematobium, elle possède un éperon terminal. Donc l'éperon taha, elle est terminale, la partie terminale. Pour Schistosoma monsoni, l'éperon il est latéral, comme vous le voyez. Pour Schistosoma japonicum hemicongé, donc l'éperon il est aussi latéral, mais il est petit. Donc là, on voit des images réelles de schistosoma, des œufs de schistosoma hematobium. Donc là, c'est l'œuf de schistosoma hematobium avec un éperon terminal. Donc là, c'est un schéma. Là aussi, œuf de schistosoma hematobium avec un éperon terminal. Là, c'est l'œuf de schistosoma monsoni. Donc le schéma, l'éperon, il est latéral. Comme vous le voyez ici. Donc là, c'est des images réelles avec un éperon latéral très caractéristique de Schistosoma monsoni. Là aussi, si l'éperon rudimentaire latéral de Schistosoma japonicum ou bien micongé, c'est à peu près la même chose. Là, c'est le schéma. Là, donc l'éperon latéral de Schistosoma japonicum, on le voit presque dans certaines situations, on le voit pas. Donc, il est rudimentaire. Là aussi, c'est à peu près la même chose de Schistosoma micongé. Donc, l'éperon, il est latéral. Donc là aussi, l'éperon, il est latéral. Pour les œufs de Schistosoma intercalatum, l'éperon, il est terminal, comme vous voyez. Mais il y a des caractéristiques, elles présentent deux rétrécissements. L'œuf de Schistosoma intercalatum, elle présente deux rétrécissements au niveau du corps de l'œuf. La contamination. Comment l'homme par schistosoma, par les schistosomiases. Donc la contamination se fait par voie transcutanée lors des bains dans l'eau douce. Donc généralement les rivières, les ruisseaux, là où l'eau est douce. Donc quand on fait des bains, là l'homme il peut être touché par cette parasitose. Le rôle de l'homme dans la contamination et la persistance de cette parasitose dans les foyers et dans les barrages. Donc la contamination se fait par voie transcutanée, active. Donc active, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion. Le parasite, il va pénétrer une peau saine. Même s'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de plaie, il va pénétrer. L'hôte intermédiaire. Donc l'hôte intermédiaire est spécifique et différent selon les espèces. Il y a une relation très importante hôte parasite, hôte intermédiaire. Il y a une spécificité d'espèce. يعني parasite هذا ما يروحش عند l'hôte intermédiaire واحد آخر. Non, il y a une spécificité. Pour Schistosoma hematobium et Schistosoma intercalatum et Schistosoma guignonsis, l'hôte intermédiaire est un mollusque du genre bulin ou bien bulinus, des bulins, donc qui sont des mollusques à coquille globulose et une ouverture qui se trouve à gauche, donc une ouverture sinistre qui se retrouve à gauche. C'est pas comme la limnie, là où l'ouverture se trouve à droite. Les bulins, donc, habitent généralement les eaux douces. Pour l'hôte intermédiaire de Schistosoma monsoni, ce sont des planorbes du genre Biomphallaria, comme vous voyez dans l'image. Donc, ce sont les planorbes qui existent même
dans les différentes régions et elles vivent dans les ruisseaux et les rivières. Pour Schistosoma japonicum, l'hôte intermédiaire, c'est la Melania ou l'Oncomélania que vous voyez dans les mains. Donc elle présente plusieurs enroulements, c'est pas comme le bunin. Le cycle évolutif de Schistosomia. Donc c'est à peu près, il est proche du cycle évolutif du douve ou bien des distomatoses, mais il y a quelques différences. Généralement, les adultes se retrouvent au niveau du plexus artériel, artério-veineux de l'intestin ou bien de la vessie, donc à savoir l'espèce. Il y a des espèces qui se retrouvent au niveau de la vessie, donc de l'arbre urinaire, et il y a des espèces intestinales. Donc, arrivées à maturité, les femelles vont pondre des œufs, les œufs qui sont éliminés dans le milieu extérieur avec les selles ou bien les urines, donc à savoir là l'espèce. Donc les œufs sont éliminés dans le milieu extérieur. Et dans le milieu extérieur, si les conditions sont favorables, qui dit favorable, dit présence de l'eau douce, de la chaleur, de la lumière, donc les œufs vont éclore et ils vont libérer un embryon cilié, ici le miracidium. Le miracidium, il nage dans l'eau à la recherche de son hôte intermédiaire. Donc là, il y a un seul hôte intermédiaire. Donc, de son hôte intermédiaire qui est un mollusque spécifique d'espèce. يعني كل espèce, chaque espèce تحوس على المولlusque spécial تاعها. Généralement, la fréquence de ces maladies se retrouve dans des régions يعني comme par hasard تلقى le parasite هذاك تلقى l'espèce mollusque تاعو بعد في la région هذيك. Donc, à la recherche de son hôte intermédiaire, le miracidium, il va pénétrer à l'intérieur du mollusque, du corps du mollusque. À l'intérieur du corps du mollusque, il va se multiplier, il va donner des sporocystes de première génération, ensuite des sporocystes de deuxième génération à l'intérieur du corps du mollusque. Ensuite, le sporocyste de deuxième génération, il va libérer des centaines de furcocercaires. Donc, ils vont quitter le corps du mollusque. Les furcocercaires, donc ce sont des organismes très petits, de 500 micromètres de longueur, qui présentent une queue bifurque, comme vous voyez ici, la queue bifurque. Ils nagent dans l'eau à la recherche de l'hôte définitif. Donc l'hôte définitif, généralement là, c'est l'homme. Donc ils vont pénétrer le corps de l'homme à travers la peau saine. Donc la contamination se fait par voie cutanée active. Donc là, on parle de la forme infestante pour l'homme, c'est les furcocercaires. Donc l'homme, la forme infestante pour l'homme, c'est les furcocercaires. Ils vont pénétrer le corps humain. Donc les furcocercaires, elle va perdre sa queue et elle va donner au niveau du système artério-veineux les schistosomules. Les schistosomules vont gagner la grande circulation, ils vont gagner le poumon, le cœur droit, ensuite le poumon, ensuite le cœur gauche, vont ensuite gagner le foie. Là, au niveau du foie, ils vont continuer la maturation pour devenir des adultes mâles et femelles. Donc la maturation se fait au niveau du foie. Et même la fécondation se fait au niveau du foie. Ensuite, les femelles fécondées vont gagner ou bien la vessie ou bien les intestins selon les espèces. Il y a des espèces où là le parasite est de localisation vésicale et il y a des espèces de localisation intestinale. Donc les schistosomias, on parle de schistosomiase par exemple, la schistosoma hématobium. Là la femelle va gagner la vessie, donc les veines et les artères, les petites artères et les veines de la vessie. Elle va se localiser au niveau des vaisseaux de la vessie. Elle va libérer les œufs qui vont quitter la vessie, les capillaires vésicales. Ils vont traverser la paroi vésicale pour gagner la lumière vésicale et ils vont être éliminés vers le milieu extérieur. Mais certains œufs restent bloqués au niveau
de la paroi vésicale. يعني la femelle تكون هنا ومن بعد دير les œufs تاعها يبقاو bloqués في la paroi vésicale. Ce qui donne la maladie bilharziose. يعني les œufs هذوك quand ils restent bloqués dans la paroi vésicale ou bien la paroi intestinale, ils vont donner, par exemple, dans notre cas, ils vont donner des hématuries, donc du sang au niveau des urines, parce que les œufs vont rester bloqués, ils vont donner aussi des réactions immunitaires et inflammatoires, donc ils vont donner bilharziose, maladie. Et le cycle recommence. Le réservoir du parasite, pour Schistosoma hématobium, le seul réservoir, c'est l'homme. Mais pour les autres espèces, on retrouve les mammifères. Donc, Schistosoma hématobium, c'est spécifique à l'homme. D'accord? La répartition géographique, pour Schistosoma hématobium, c'est l'espèce la plus répandue chez l'homme. Donc, elle est fréquente en Égypte, mais actuellement, sa prévalence baisse en Égypte. En Algérie, il y a 9 foyers. Au nord, on retrouve le foyer de Khmis el-Khchna, Jdioua, Al-Harrach, Guy de Constantine et Raya. Donc, généralement, au niveau de la capitale. Chez Alger, il y a quelques foyers. Harrach, Guy de Constantine, Raya. Il y a les foyers des schistosomiases à schistosoma hématobium. Au sud, on a retrouvé le foyer de Janet, Ihrir, Agdel et Tamjrit. Donc, pour schistosomiase à schistosoma japonicum, elle est fréquente en Asie, la Chine, les Philippines et l'Indonésie. Mikonji, donc, le long du fleuve Mekong, donc, c'est la nomination Mekonji, et le fleuve Mekong, au niveau de Taïwan, je pense. Et Schistosoma intercalatum et Schistosoma guignonsis, elle est fréquente au Congo et Cameroun, Gabon et la Guinée équatoriale. Les signes cliniques. Donc, les signes cliniques sont différents selon le stade de contamination. Donc, la première phase, c'est la phase de contamination. Donc, se traduit généralement par la dermatite des nageurs. Donc, ça veut dire, donc, il y a des lésions au niveau de la peau, donc, qui correspond à la pénétration des furcocercaires, comme vous voyez dans les images, et on peut retrouver des raches, des lésions maculopapilleuses et prurigineuses au niveau de la peau. Et généralement, il passe inaperçu le patient, et il ne se rend pas compte, mais firchbem. Et voilà, j'ai dit quelques lésions, mais il passe inaperçu. La deuxième phase, c'est la phase d'invasion toxémique. Elle correspond à la migration des distomules, des schistosomules, à l'intérieur du corps humain. Donc, elle se traduit par une altération de l'état général, un malaise général, une fièvre, des céphalées, des troubles allergiques, à savoir le prurite, des arthralgies, des myalgies aussi, des urticas. La phase d'état, elle est en rapport avec les espèces, donc la localisation des adultes, ou bien la pente des femelles. Donc, pour la bilharziose urogénitale, donc là où il y a le schistosomiase à schistosoma hématobium, elle se traduit par une atteinte vésicale, donc la localisation au niveau de l'AVC, et le maître symptôme, c'est l'hématurie. Comme vous voyez ici, donc il y a du sang dans les urines, donc c'est l'hématurie. Donc généralement cette hématurie, elle est indolore. Le patient, elle émet du sang au niveau des urines, mais elle est indolore. Elle est microscopique ou bien macroscopique. On peut la voir à l'œil nu parce qu'elle est importante. Elle peut être terminale ou bien totale. Donc parfois il vous dit le malade, voilà, j'ai mis du sang quand je termine les urines, ou bien elle commence dès le début. Donc elle peut être totale. Et on peut retrouver des troubles vésicales, à savoir des troubles mictionnels, des brûlures mictionnelles, ou bien des crises de colique néphritique, ou bien polacurie. La deuxième forme de la localisation, c'est la bilharziose intestinale, donc se traduit par des diarrhées ou bien des constipations. Elle correspond à la présence de schistosoma monsoni. Elle peut être aussi asymptomatique. On peut aussi retrouver des rectorragies, donc du sang au niveau des selles.
donc elle correspond à une atteinte par schistosoma intercalatum. Donc c'est la bilharziose recta. La bilharziose artério-veineuse se traduit par une atteinte hépatosplénique plus un ictère, une hypertension portale et en absence du traitement précoce, le pronostic est sombre parce que là l'atteinte elle est importante, donc la localisation artério-veineuse est dangereuse. Les complications de la bilharziose. Pour la bilharziose urogénitale, donc se traduit si on ne traite pas le malade. Donc là, il y aura des fistules érythrales, des surinfections, une lithiase vésicale, glomérulonéphrite, le système génital des deux sexes peut être touché, se traduit par des érythrites ou bien des épididémites, spermatocystite, prostatite, salpingite, endométrite ou bien une vaginite chez les femmes. La bilharziose intestinale, donc, elle se traduit, les complications importantes, c'est l'hypertension portale. Il y a la bilharziose extra-intestinale, donc les schistosomules peuvent migrer vers d'autres organes, autres que le foie et les intestins et la vessie. Donc il y a des migrations massives d'œufs au niveau des systèmes cardiovasculaires, donc on peut retrouver la schistosomiase cardiovasculaire, c'est rare, mais ça existe. Il y a la localisation neurologique qui se traduit par une myélite transverse, des compressions médulaires et des radiculites, donc l'atteinte neurologique. Il y a la localisation cutanée qui se traduit par des lésions papillo-nodulaires. Le diagnostic, comment on fait le diagnostic au niveau du laboratoire? Donc le diagnostic aussi, il est différent selon la phase de l'infestation. Donc pendant la phase de migration et de matération, la schistosomiase, la bilharziose se traduit par une hyperiosinophilie, augmentation de taux des isionophiles, et si on fait les examens sérologiques, on va retrouver des réactions, positives. Il y a plusieurs réactions qu'on peut utiliser au laboratoire. Il y a la réaction utilisant des antigènes figurés. Donc la plupart de ces techniques sont actuellement abandonnées parce qu'il y a un risque de contamination. Même le manipulateur, il peut être contaminé par cette infestation. Donc la première réaction, c'est la réaction d'Oliver-Gonzalez. Donc c'est la réaction Surcom-Ova précipitation, COP, appelé COP. Donc on met le sérum avec des œufs vivants et au bout de quelques minutes, il y aura formation de précipités digitiformes autour de l'œuf. Donc avec l'œuf, le sérum تاع المرض, au bout de quelques minutes, il y aura formation de précipités. Là, on parle d'une réaction positive. La deuxième réaction, ou bien la deuxième technique immunologique utilisée, c'est la réaction de membrane cercarienne, ou bien la réaction de Vogel-Emini, qui elle est actuellement aussi abandonnée parce qu'il y a risque, parce que là, on manipule directement la forme infestante. Donc, on met le contact du sérum avec du furcocercaire. Au bout de quelques minutes, il y aura un dédoublement de la paroi de la cuticule des cercaires. Comme tu vois là, il y a un dédoublement de la cuticule des cercaires. Il y a aussi actuellement, on peut utiliser l'immunofluorescence indirecte. Donc, on utilise des œufs de schistosoma mentionné au laboratoire et on va retrouver une fluorescence. Actuellement, les techniques les plus utilisées, c'est des techniques, des réactions utilisant un antigène hydrosoluble. Et parmi ces techniques, on retrouve l'immunoélectrophorèse, l'hémagglutination indirecte, l'ELISA que vous voyez dans cette image. Donc la technique de référence, c'est la technique ELISA. Et la détection des antigènes des schistosomiles circulants. Là, pendant la phase d'invasion. Pendant la phase d'état, donc là, c'est différent. Donc, pendant la phase d'état, il y a d'adultes. Il y a des adultes, donc on recherche les œufs au niveau des excréments. Donc,
Pour la schistosomiase, la bilharziose urogénitale, on recherche les œufs au niveau des urines, recueillis après un effort. Et le malade, nous voulons le dire effort, nous voulons le dire. Pourquoi? Il va sauter pour éliminer le maximum d'œufs avant d'uriner. Il faut faire des efforts. Généralement, on appelle la corde. La corde, nous voulons le dire. La corde. Ensuite, il va uriner pour avoir plus de chances de retrouver les œufs. Pour les œufs, donc généralement, on fait un examen direct sur les urines, ou bien on fait un examen après centrifugation. Donc on fait une centrifugation à 2400 tours par minute pendant 10 minutes. Le culot est examiné entre lame et lamelle. On ajoute quelques gouttes de lugol pour observer les œufs de Schistosoma hematobium. On peut aussi faire l'étude de la vitalité des œufs par plusieurs techniques. Donc, la première technique, c'est l'observation de la mobilité des cils du myracidium à l'intérieur de l'œuf. On chauffe le microscope, on chauffe l'œuf avec, on chauffe le myracidium à l'intérieur. Est-ce qu'il bouge ou bien non? La deuxième technique, c'est le test d'éclosion en eau hypotonique. On ajoute quelques gouttes de l'eau hypotonique. Au bout de quelques minutes, il y aura éclosion d'œufs. Donc là, c'est des œufs vivantes. La troisième technique, c'est la coloration au bleu de tripon, comme vous voyez dans l'image. Les œufs vivantes, donc, rejettent le colorant. Qui maintenant, l'œuf, elle n'a pas rejeté le colorant, donc c'est pas l'œuf vivant. D'accord? La numération ovulaire, ou bien l'ERI. Donc là, on va mesurer l'intensité de l'infection en faisant une numération ovulaire. Donc la technique, c'est une technique qu'on utilise dans les différents laboratoires, à Alger par exemple, c'est la technique de filtration sur une membrane. Donc on fait passer par une seringue, donc là c'est une seringue, on met un filtre ici, on fait passer 10 cc d'urine à travers ce filtre pour faciliter la numération. Donc ce filtre, il doit être tracé. Ensuite on prend le filtre, on l'observe au microscope et on compte le nombre d'œufs qui existent sur le décicit d'urine. Donc là, on fait le calcul dans les urines. Dans les selles, on peut retrouver les 6 espèces, même Schistosoma hematobium. Mais pour les autres espèces, on ne les retrouve pas dans les urines, d'accord? Mais pour les selles, on peut les retrouver les 6 espèces. Donc, on fait aussi les mêmes tests, le test de vitalité, la numération ovulaire, donc par la technique de Cato, et on peut aussi faire la biopsie rectale, donc c'est la technique la plus sensible. Les techniques de biologie moléculaire, donc dans les bilharzioses invasives, donc la détection de l'ADN du schistosome de bilharzie dans le sérum apparaît supérieure à des méthodes sérologiques. Donc la PCR est plus importante que les techniques sérologiques pendant la phase invasive. Aussi, on peut faire la PCR sur les selles, donc c'est une technique actuellement utilisée dans des laboratoires spécialisés. Donc la PCR elle est plus sensible que la technique de Cato. Aussi, la PCR pour les schistosomiases à schistosoma hematobium est réalisable au niveau des urines. Donc on peut faire la PCR des urines. Le traitement de la bilharziose doit être traité rapidement pour éviter les complications de la bilharziose. Le traitement de référence actuellement, c'est le praziquantel qui est efficace sur toutes les espèces de schistosome. Donc tous les adultes sont sensibles au praziquantel. Cette molécule a été mise en marché, je pense, aux années 70, aux années 80, aux années 70. Donc, elle est très efficace. Donc, elle a bouleversé cette pathologie humaine. Napoléon Bonaparte, il est mort par la bilharziose urogénitale. Quand il est mort, Napoléon Bonaparte, quand il est mort, il y a les couches. Parce que il y a des hématuries fréquentes chez lui. Donc, mais actuellement, cette pathologie, elle est sensible à ce traitement. Le praziquantel, il a bouleversé cette pathologie.
Et généralement, le praziquantel il est prescrit à une posologie de 40 mg par jour, par kilo par jour, en une seule prise. يعني فرد نهار يشرب le traitement يرتاح. D'accord, c'est très efficace. Le traitement il est unique pendant une seule journée. La prophylaxie de la bilharziose, donc la prophylaxie individuelle pour les individus. Donc, il est fortement déconseillé de se baigner dans les eaux douces ou stagnantes, surtout les eaux stagnantes, même pour des courtes durées, parce que là, le parasite, il va rapidement. Et lorsque on est obligé de travailler, par exemple, des scientifiques qui travaillent dans les eaux stagnantes, on peut utiliser les chaussures hautes, comme vous voyez dans l'image, des chaussures hautes, ou bien des pantalons serrés pour éviter le contact avec de l'eau. La prophylaxie collective, donc il faut faire le diagnostic et le traitement des malades. Pourquoi? Pour éliminer le réservoir de cette parasitose. On peut aussi utiliser lutter contre le lot intermédiaire, qui sont les mollusques, en utilisant les molluscicides, donc qui tuent les mollusques, et aussi l'éducation sanitaire. Donc, il faut éduquer les gens, surtout dans les régions endémiques, les foyers endémiques. Il faut aussi faire l'assèchement des canaux d'irrigation pour éviter la propagation de l'hôte intermédiaire qui sont les mollusques. Voilà, je vous remercie pour votre... donc, c'est des images. C'est des images كانوا بكري يديروهم pour l'éducation sanitaire في الاخر في ليجيبت في مصر كانوا يوزعوهم على لي جون. C'est pour faire l'éducation sanitaire des gens كانوا يحطوا لهم بلي voilà ça se transmet à partir des urines, voilà le parasite comment il se transmet, donc et les gens sont en voyant ces images, donc ils font savoir d'où elles viennent cette maladie et le mode de propagation et le mode de contamination de cette maladie. Vous avez aussi c'est une image qui existe aussi dans les régions africaines. Donc elle illustre la maladie. Donc il y a des immaturés qui vont propager la maladie par voie transcutanée à travers l'eau douce. Voilà, je vous remercie pour votre attention.